Chers amis, je m'appelle Maël de Calan, je suis élu dans le Finistère, en Bretagne, qui est un endroit où, comme ici, on s'est aimé passionnément sa région et son pays. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce premier grand meeting régional de campagne d'Alain Juppé, vous remercier d'être là ce soir. Citoyens anonymes ou militants de longue date, élus locaux, parlementaires, vous êtes nombreux. Ce qui nous réunit ce soir, c'est l'amour de la France, la volonté de la voir plus grande, plus forte, plus belle, la conviction aussi qu'elle peut être redressée si on lui offre un cap. Ce qui nous réunit, c'est la conscience que cette élection primaire, elle est essentielle, puisque le candidat que nous choisirons à cette occasion a toutes les chances d'être le prochain président de la République. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous demander de vous lever, de brandir vos pancartes, d'agiter vos drapeaux et d'accueillir notre prochain président de la République, celui qui va gagner la primaire grâce à vos efforts, grâce à votre engagement et grâce à votre enthousiasme, Alain Juppé. Et j'appelle à la tribune une femme engagée.
Et j'appelle à la tribune une femme engagée, une femme qui défend l'Alsace au Sénat et qui porte sa voix à Paris, une femme qui sillonne les routes de France depuis 2 ans pour y porter la parole d'Alain Juppé, Fabienne Keller. Chers amis, vous êtes formidables. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour entourer Alain Juppé. Bravo à vous. Oui, vous pouvez vous applaudir. Je voudrais remercier les collègues élus, maires, conseillers départementaux, parlementaires, conseillers régionaux, députés européens. Chers collègues élus, vous êtes plus de 200 à entourer l'un des vôtres, Alain Juppé. On peut l'applaudir, on peut les applaudir, nos collègues qui sont au premier rang. Et je vous prie donc de m'excuser de ne pas pouvoir tous vous citer. Cher Alain, c'est avec un grand plaisir et avec fierté que nous sommes à tes côtés ce soir, ici à Strasbourg. Cette grande ville passionnément française, alsacienne et européenne, et que tu connais si bien. Tu tiens ce soir à Strasbourg ta première grande rencontre de la campagne des primaires. D'autres avant toi ont fait de Strasbourg le point de départ ou une étape marquante de belles et grandes aventures au service de la France. Je pense au général de Gaulle, dont la voix résonne encore place Broglie. Je pense à Georges Pompidou, à quelques mètres d'ici au Wacken ou encore à Jacques Chirac, ici même, dans cette salle, chers amis. Eh bien, ce soir, c'est toi, Alain, que nous attendons. Nous ne t'attendons pas comme un homme providentiel. Nous t'attendons comme l'homme de la situation. Celui qui, avec détermination, veut redonner à chacune et à chacun la fierté, le bonheur d'être français. La France est aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous faisons face à une crise économique sans précédent, alors qu'à quelques kilomètres d'ici en Allemagne, le plein emploi est presque atteint. Nous faisons face à une crise d'identité, à une crise politique, avec la montée des extrêmes et de l'abstention. 2017 doit nous permettre, avec l'alternance, de répondre à ces défis. Ces défis, tu proposes aux Français de les relever, sans complaisance, sans naïveté, mais en ayant confiance en leur potentiel, en leur talent. Pour toi, l'effort ne doit pas rimer avec pessimisme. Plus qu'une vision d'ailleurs, tu as une ambition pour la France et surtout pour les Français, auxquels tu accordes la plus grande marque de respect, l'honnêteté et la franchise. Tu ne leur promets pas un paradis au lendemain de ton élection, car tu sais bien que ce serait une promesse sans lendemain. Non, tu leur proposes un cap, un chemin, tu leur proposes ton dévouement, ta détermination, afin qu'à la fin de ton mandat, la France retrouve enfin sa grandeur et que les Français reprennent espoir. Et c'est ici, à Strasbourg, à quelques mètres à peine du Parlement européen, que je le dis, nous ne pouvons plus accepter que la France se contente de jouer les seconds rôles sur la scène européenne. Nous devons nous tenir aux côtés de l'Allemagne et des autres pays européens pour donner un nouveau souffle à la construction européenne. Nous devons faire vivre l'Europe des peuples et des droits de l'homme qu'incarne la ville de Strasbourg. La France peut et doit faire entendre sa voix. La France peut montrer la voie. Et pour cela, chers amis, nous avons besoin d'un président qui a l'expérience, d'un président qui a le charisme pour tenir le rang de la France en Europe et dans le monde. La vraie autorité, la vraie grandeur,
celle qui confère la stature d'un homme d'État, ne supporte aucune mise en scène ou aucun artifice. Cette stature, tu l'incarnes, tu as l'expérience, tu connais le poids des responsabilités, tu as mûrement réfléchi ta démarche et ton programme est au contact des Français. Tu incarnes cette crédibilité dont la tête de l'État et le gouvernement ont tant besoin, chers amis, après 5 ans d'un pouvoir socialiste chaotique et dévastateur pour la France. Ouais, on n'applaudit pas. Hein. Voilà 2 ans, presque 2 ans, cher Alain, que je suis engagée à tes côtés. Je connaissais déjà l'homme d'État, l'homme compétent, digne, aux multiples responsabilités régaliennes d'envergure. Tu as été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. Depuis 2 ans, j'ai découvert, en travaillant plus étroitement à tes côtés, un homme d'écoute, un homme qui se nourrit des expériences de la vie, un homme qui se nourrit de la réalité du terrain et du terroir, un homme qui a l'intelligence de ne pas croire tout savoir tout seul. Lorsque tu es venu à Strasbourg il y a 1 an et demi, c'est un exemple, tu as rencontré les représentants de l'ensemble des cultes. Tu as beaucoup écouté et cet échange a inspiré plusieurs de tes propositions. J'ai découvert un homme qui comprenait l'incroyable diversité et complexité des Français et de la France. Un homme qui a compris que sans éducation et sans perspective pour notre jeunesse, il ne peut y avoir un sursaut français. J'ai découvert un homme qui a fait sienne cette phrase bien connue du général de Gaulle, c'est bien naturel pour toi. En notre temps, je cite, « La seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. » Et puis, j'ai surtout découvert une robustesse et une profondeur de réflexion que peu d'hommes politiques ont. Tu partages les valeurs de ceux qui ont les 2 pieds bien ancrés dans la réalité et qui se servent, qui s'appuient sur cette réalité pour se projeter, pour proposer avec audace et ambition. Cette profondeur, cette robustesse et cette détermination te permettent de faire face sereinement à l'adversité. Dans ta conception de l'action publique, tu me rappelles quelqu'un que nous estimons tous ici et pour qui je veux avoir une pensée ce soir. Cet homme, c'est Adrien Zeller. Ouais, on peut. Comme toi, un élu dévoué et engagé, au plus beau sens du terme, ancré dans les réalités mais visionnaire, ambitieux mais profondément humain. Cher Alain, comme les Alsaciens, tu partages ces belles et fortes valeurs de l'humanisme rhénan auxquelles nous sommes tant attachés. Tu es attaché à la valeur travail, tu travailles beaucoup, tu travailles trop, je trouve. Tu as ce goût des choses bien faites. Tu n'es pas dans l'artifice, ni dans le paraître. Et si aujourd'hui nous sommes en Alsace, nous sommes aussi un peu chez toi, parce que nous sommes, chers amis, place de Bordeaux, une ville que tu as transformée et à laquelle tu as donné un nouveau souffle, une ville dont tout le monde admire l'audace, la modernité, la capacité à innover. Cher Alain, quand on voit ce que tu as réussi à la tête de Bordeaux, on rêve de ce que tu pourrais réussir à la tête de la France. Un président proche des Français, comme tu as su rester proche des Bordelais. Un président qui connaît les réalités quotidiennes des Français. Un président qui connaît les territoires de France. Et je veux le dire ce soir, devant les 200 maires et élus qui nous ont fait l'amitié d'être là,
C'est une véritable chance pour vous de pouvoir demain compter sur un président de la République qui connaît certes la gestion de l'État, mais aussi la gestion municipale et celle de nos territoires. Cher Alain, tu fais preuve de droiture et de dignité. À l'heure du zapping et des surenchères verbales, tu proposes aux Français la mesure et l'équilibre. Tu ne proposes pas de solution sortie du chapeau en fonction de l'actualité. Tu suscites l'espoir. Pas l'espoir des promesses sans lendemain, mais l'espoir que peuvent nourrir la sincérité et la justesse de tes propositions et le caractère total de ton engagement. Nous connaissons ton parcours politique, nous connaissons ton parcours de vie, ses réussites et ses épreuves. Tu sillonnes les routes de France depuis des mois pour construire ton projet avec les Français. Tu es aujourd'hui plus que quiconque prêt à assumer les plus grandes responsabilités. Tu peux, cher Alain, compter sur notre mobilisation sans faille et notre engagement sans retenue pour t'y porter, car tu le mérites. Et surtout, parce que la France a besoin de toi. Vive Strasbourg, vive l'Europe, vive la France grande, vive la France puissante, vive la France rassemblée, avec Alain Juppé. Fabienne Keller. Je voudrais maintenant vous demander d'accueillir votre député européen, l'un de vos députés européens pour la région Grand Est, qui, avant de faire de la politique, a servi la France au sein des services de renseignement, Arnaud Danjean. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être venus aussi nombreux à Strasbourg, capitale européenne, pour accueillir notre futur président de la République, Alain Juppé. C'est évidemment un grand honneur pour moi de participer à cette réunion et d'accueillir Alain avec tous les élus que Fabienne a mentionnés. Permettez-moi d'avoir une pensée un peu plus particulière pour deux élus alsaciens qui ont bien voulu accueillir, lorsque je me suis présenté aux Européennes en 2009, le bourguignon que je suis, personne n'est parfait, André Schneider, député de cette circonscription, avec qui nous avons fait beaucoup de réunions à la Robertso, et puis Laurent Fürst, président de la fédération, qui m'a aussi soutenu pour avoir cet honneur de représenter notre grande région au Parlement européen. L'Europe, nous sommes ici à Strasbourg aux premières loges pour voir combien la France lui manque, combien la France depuis 5 ans, 4 ans, pour ce quinquennat de François Hollande qui n'en finit pas de terminer, combien nous avons subi un déclassement, un déclin. Et pourtant, je ne suis pas un décliniste. Mais là, je dois dire que la force de l'évidence s'impose à nous tous, députés européens, qui travaillons au quotidien dans des instances où nous ressentons, je dois le dire, parfois même une forme d'humiliation, à voir combien notre pays ne compte plus dans l'Europe et sur la scène internationale. Ce quinquennat au niveau européen a été marqué par l'amateurisme d'un président qui n'avait jamais assisté à des réunions européennes et qui se faisait fort, souvenez-vous, de renégocier le traité européen qu'il a finalement gobé sans changer une virgule. Un quinquennat qui a été marqué aussi bien souvent, trop souvent, par de l'incompétence. Comment expliquez-vous aujourd'hui que l'agriculture française, dont l'Alsace constitue une si noble part, comment expliquez-vous que l'agriculture française soit dépassée par l'Allemagne, soit même dépassée dans certains secteurs par les Pays-Bas, et que tout ça ne provoque rien chez notre ministre, qui passe plus de temps à défendre la politique indéfendable de son président et à préparer sa candidature future qu'à travailler pour nos agriculteurs? C'est un quinquennat qui a été aussi marqué par le sectarisme d'un président socialiste qui a abîmé
irrémédiablement la relation franco-allemande, pourtant si nécessaire, parce qu'il n'a toujours voulu voir en Angela Merkel qu'une chancelière de droite, et qu'il a cherché à l'isoler en faisant des alliances improbables, et qui lui sont d'ailleurs revenues en pleine figure, avec la Grèce, avec l'Italie, et qui sais-je encore, mais jamais dans le bon wagon. Et nous voilà aujourd'hui à la traîne de tous les autres. Nous sommes le mauvais élève de l'Europe. À qui faisons-nous envie? Qui prend la France comme référence? Qui prend la France comme modèle? Personne aujourd'hui en Europe. Alain Juppé va vous parler de l'identité française. Comment pouvons-nous nous résigner, nous, patriotes et Européens, à voir une France diminuée en Europe et à penser que l'identité française, c'est de jouer dans une seconde division européenne? Ça sera aussi un des grands enjeux de cette présidentielle et de la primaire. Parce que pour redresser la barre et pour redonner sa place à l'Europe, il ne suffira pas d'injonction aux autres partenaires. Il ne suffira pas d'autoproclamer un leadership. Le leadership, ça sera des résultats d'abord chez nous, économiques. Il faudra être compétitif, il faudra cesser d'avoir ce chômage endémique, il faudra restaurer les comptes de la nation. C'est cette feuille de notes économique et sociale que nos partenaires regardent à Bruxelles pour savoir si nous sommes crédibles ou non. Il faudra aussi inspirer confiance, il faudra convaincre. Les autres ne nous suivront pas simplement parce que nous sommes la France ou simplement parce que nous prétendons être plus forts ou plus malins que les autres. Il faudra convaincre, il faudra rassembler en France comme en Europe. Alain Juppé est le seul, à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'entre nous, qui a les qualités nécessaires pour susciter cette confiance, pour susciter ce respect parmi nos partenaires européens, parce qu'il a l'expérience, Fabienne l'a rappelé, parce qu'il est reconnu, parce qu'il a de la constance dans ses engagements et dans ses convictions sur la scène internationale. C'est aussi quelqu'un, je dois le dire, qui est attendu en Europe. Il est apprécié, oui, bien sûr, il est respecté, oui, évidemment, mais il est aussi attendu. Et je peux vous dire que parmi nos collègues européens, nombreux sont ceux qui viennent nous voir en aparté, de moins en moins d'ailleurs en aparté, mais pour nous dire vivement que Juppé gagne en France et vivement qu'on passe à autre chose avec la France. Permettez-moi aussi, je vais m'arrêter après, rassurez-vous, mais permettez-moi aussi de vous dire un mot sur la sécurité, cet enjeu majeur des futures échéances électorales. Maëlle a rappelé brièvement que j'avais un passé modeste, parce qu'il faut toujours être humble sur ces questions, ne l'oublions pas. Il faut être déterminé, mais humble sur les questions de sécurité. J'en vois beaucoup trop qui font un peu les malins et qui roulent les mécaniques, alors que sur ces questions-là, personne n'est à l'abri d'une défaillance. Personne n'est à l'abri d'une erreur qu'on regrette par la suite. Alors, en toute humilité, avec l'expérience qui est la mienne, du haut de mes 45 ans, il se trouve que je n'ai pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, je n'ai pas vécu les conflits de la décolonisation, mais il se trouve que j'ai quand même vécu et travaillé dans une demi-douzaine de pays en guerre, mesdames et messieurs, et 12 ans dans les services de renseignement. Alors la réalité de la guerre qu'on nous décrit tous les jours, il se trouve que je la connais un petit peu. Encore une fois, modestement, mais je la connais un petit peu. Et pas moins bien que beaucoup de mes collègues que je vois défiler sur les plateaux télé en s'improvisant experts tous les matins. Ce que j'ai appris, c'est qu'on ne gagne pas les guerres et qu'on ne défait pas l'ennemi à coups de grandes déclarations martiales ou à coups d'incantations. L'ennemi... L'ennemi, on le défait par un combat quotidien, méthodique, minutieux, ingrat souvent, dans l'ombre très souvent, en ayant des services de renseignement, une police et une justice qui travaillent à l'unisson, la main dans la main. Notre rôle à nous, et le rôle qui sera celui d'Alain Juppé demain pour assurer la sécurité des Français, c'est de faire fonctionner nos services de renseignement, la police et la justice ensemble. Ce n'est pas de créer des lois tous les matins, Fabienne l'a rappelé, ce n'est pas de faire des grandes déclarations tous les jours à la télévision, soi-disant pour rassurer, mais vous savez, c'est une assurance verbale qui ne protège pas au quotidien nos concitoyens. Ce sera de faire travailler nos services. Sur ce plan-là, encore beaucoup d'améliorations sont possibles. Il ne s'agit pas de faire une révolution, il ne s'agit pas de tout transformer. Nos services font un travail admirable, ils sont servis, c'est le cas de le dire, par des gens admirables, consciencieux, professionnels, républicains. Mais ces gens-là, ils ont besoin qu'on leur accorde de la confiance, ils ont besoin qu'on leur accorde des moyens financiers, matériels,
humain. On a besoin aussi d'avoir une meilleure coordination. Je parlais du bilan de François Hollande. Mesdames et messieurs, sur un sujet aussi sensible, aussi professionnel que le renseignement, François Hollande a nommé en 4 ans 3 coordinateurs du renseignement. Comment voulez-vous avoir une constance? Ces 3 coordinateurs du renseignement en 4 ans, aucun d'entre eux, aussi éminent soit-il par ailleurs, aucun d'entre eux n'est issu du monde du renseignement. Comment voulez-vous qu'ils suscitent de la confiance dans ce monde si professionnel qui a besoin de tant de soutien? Voilà ce qu'il va falloir réformer, voilà ce qu'il va falloir mettre en œuvre. Et encore une fois, ne vous laissez pas abuser par toutes celles et tous ceux, plus ou moins bien intentionnés, qui vous expliquent que finalement la sécurité, c'est peut-être le point faible du candidat Juppé. D'abord, le candidat Juppé, il n'a pas de point faible, mesdames et messieurs. Et puis, le candidat Juppé, c'est certainement pas la sécurité qui est son point faible. Alors évidemment, l'écho de son livre au mois de janvier dernier sur l'État fort n'a pas forcément eu l'écho de grands discours par ailleurs. Mais je peux vous dire que pour toutes celles et tous ceux qui s'y plongent, et les professionnels s'y sont plongés, ils ont trouvé des mesures raisonnables, de bon sens, dont ils ont besoin pour travailler demain et pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Donc la sécurité, vous savez, on a de complexe à avoir vis-à-vis de personne, et nous n'aurons de complexe vis-à-vis de personne, parce que ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui est le plus efficace. Nos concitoyens ne croient plus ou croient de moins en moins à la politique, parce que d'un côté, ils ne tolèrent plus l'impuissance des politiques, mais d'un autre côté, ils sont aussi exaspérés par les promesses qui ne pourront pas être tenues. L'avantage d'Alain Juppé, mesdames et messieurs, c'est que tout ce qu'il va vous dire, tout ce qu'il va vous proposer, et j'appelle ça des propositions plus que des promesses, toutes ces propositions seront applicables dès qu'il sera au pouvoir. C'est ça qui redonnera confiance à la France et c'est ça qui nous redonnera la fierté d'être Français. Merci. Dangean. Chers amis, chacun a ses raisons de soutenir Alain Juppé. Moi, je voudrais vous livrer les miennes. La première, c'est qu'il est crédible. Voilà un homme qui trace un cap. Un homme qui n'a pas élaboré son programme en regardant les sondages. Voilà un homme qui s'est engagé à ne faire qu'un seul mandat pour se consacrer du premier au dernier jour au service de la France. La deuxième raison, c'est que c'est un homme qui rassemble, au point qu'il est le seul à nous offrir la garantie de figurer au second tour de l'élection présidentielle, tout en évitant à la France l'humiliation de voir Marine Le Pen virer en tête du premier. La troisième raison, chers amis, c'est qu'Alain Juppé sera un président qui ressemble à un président. Après des années où cette fonction aura été abaissée à force de mensonges, de reniements, d'écarts de langage et de comportement, Alain Juppé redonnera à cette fonction de la hauteur, redonnera de la fierté aux Français et ses lettres de noblesse à la politique. Alain Juppé. Amis de Strasbourg, amis d'Alsace, merci. Merci de tout cœur. Merci d'abord d'avoir eu la délicatesse d'accueillir le maire de Bordeaux, place de Bordeaux. J'y suis très sensible. Et merci surtout de la façon dont vous m'accueillez, avec chaleur, sans jeu de mots, enthousiasme, conviction. Sachez-le, pour moi, c'est essentiel de vous savoir avec moi dans ce combat qu'ensemble nous allons gagner pour la France. Il est de tradition dans ces grands meetings de commencer par saluer les élus présents. Ils sont tellement nombreux ce soir que je ne vais pas les appeler chacun par leur prénom. Je remercie les députés, les sénateurs, les députés européens, les élus régionaux, les élus départementaux,
Permettez-moi d'avoir une mention particulière pour mes collègues, les maires, dont je dis souvent qu'ils sont l'ossature de la République. Oui, mes chers collègues, sans vous, sans nous, je pense que sans doute la France ne tiendrait pas debout. Merci aux maires de France du soutien qu'ils m'apportent dans cette campagne. Je voudrais remercier les premiers orateurs que vous venez d'entendre, bien sûr Maël de Calan. Il a créé une petite structure qui s'appelle modestement la boîte à idées. J'ai puisé dedans beaucoup d'idées nouvelles et je voulais l'en remercier, mais c'est surtout un homme de terrain. Il a mené une formidable campagne départementale dans son territoire du Finistère et je souhaite de tout cœur que l'année prochaine, il rentre à l'Assemblée nationale comme député de la future majorité. Merci Maël de ta présence à mes côtés. Je voudrais aussi remercier Arnaud Danjean qui nous a parlé de lutte contre le terrorisme. Voilà au moins quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il vous a rappelé son expérience personnelle et c'est pour moi un conseil extrêmement précieux. J'écoute ses avis, je sais combien il connaît ces choses de l'intérieur et je me suis beaucoup inspiré de cette expérience pour préparer mes propres propositions. Je sais aussi qu'à Strasbourg, au Parlement européen, à Bruxelles, il donne avec ses collègues députés européens une belle image de la France. Merci Arnaud d'être à mes côtés. Merci Fabienne. Merci de ce que tu viens de dire. Merci d'être avec moi depuis 2 ans. Je te connaissais bien, moi aussi, pas complètement. Et depuis, j'ai apprécié ta vitalité, ton enthousiasme, ta force de conviction, ta capacité d'entraînement. Tu n'as à aucun moment failli dans la tâche que je t'ai confiée. Tu te déplaces partout en France pour soutenir nos idées et préparer ma future candidature aux élections présidentielles, ici à Strasbourg, où tous les Strasbourgeois t'aiment bien sûr, et t'apprécient. Je voudrais te dire mon amitié et ma reconnaissance. Merci Fabienne de tout cœur. C'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver ce soir, si nombreux ici à Strasbourg. Je suis heureux de commencer en Alsace, ce nouveau Tour de France qui va nous conduire à la primaire, puis, je l'espère, à l'élection présidentielle de 2017. Heureux cet après-midi d'avoir parcouru les rues de cette ville qui m'enchante à chaque visite, ville chargée d'histoire. Tu as cité, Fabienne, quelques noms prestigieux. Je te dis aussi que j'étais modeste. Je ne suis pas encore tout à fait au niveau. De Gaulle, Pompidou, Chirac. On pourrait peut-être avoir une pensée pour Jacques Chirac ce soir, parce que je suis sûr qu'il nous écoute sur YouTube. Et Dieu sait s'il a fait beaucoup pour notre pays. Amitié à Jacques Chirac. Heureux de retrouver aussi tant d'amis alsaciens, des amis d'hier, des amis d'aujourd'hui, des amis de demain, des Alsaciens dont j'aime le caractère, la volonté, le courage, l'esprit d'ouverture. Eh bien, tous ensemble, nous allons conduire une campagne joyeuse et porter une espérance. J'ai fait beaucoup de campagnes électorales dans ma vie, je les ai presque toutes gagnées, et j'ai observé quelque chose, elles sont d'autant plus victorieuses qu'elles sont joyeuses, pas de tristesse dans notre campagne, de l'enthousiasme et de la conviction, parce que nous nous battons pour la France. Si je me suis lancé dans l'arène de l'élection présidentielle, ce n'est pas par esprit de conquête ou de reconquête, ni par esprit de revanche, je n'ai aucune revanche à prendre, ni par désir du pouvoir pour le pouvoir, j'en ai déjà fait l'expérience. C'est tout simplement parce que je veux mettre mes forces, toutes mes forces, au service de la France et que je veux, à chaque heure, à chaque minute des 5 prochaines années, me consacrer à 100% au service de mon pays. Je ne pourrai évidemment pas le faire seul. Plus que jamais, j'ai besoin de vous, de votre mobilisation, de votre soutien, de votre confiance, et ça commence tout de suite. Il faut d'abord gagner les primaires. C'est le 20 et le 27 novembre, je vous le rappelle, et vous en avez fait tous comme moi l'analyse, qui est simple.
plus il y aura de votants, plus j'ai de chances de gagner. Et c'est la raison pour laquelle il faut mobiliser sans cesse. Et pour cela, répéter chaque jour, parce que ça n'est pas encore entré dans les têtes, que non, on ne demandera pas la carte d'un parti politique pour aller voter aux primaires, que oui, tous les Français inscrits sur la liste électorale nationale pourront aller voter, incitez-les à aller voter le 20 et le 27 novembre prochain. Ce soir, sur cette terre alsacienne qui lui est si viscéralement attachée, je veux vous parler de la France. La France, notre patrie. J'aime bien ce mot qui est un mot d'amour. Cette France que nous aimons, comme vous, avec passion. Je souffre aujourd'hui de l'avoir abîmée à l'intérieur. Je souffre de l'avoir incomprise et même moquée. Hélas, à l'étranger, je l'ai encore constaté il y a peu de temps lors de déplacements en Amérique du Nord. Je souffre de la voir inquiète, à la fois découragée et exaspérée. Eh bien, aujourd'hui, contre tous les prophètes de malheur, contre tous les prédicateurs de déclysisme, je veux redonner aux Français une espérance, et c'est cela le message de ma campagne. Il est toujours facile de se plaindre du temps présent et de dire « c'était mieux avant ». C'est une constante dans l'histoire humaine. Chaque génération ou presque l'a fait, et la nôtre n'échappe pas à la règle. Mais ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est ce fatalisme. Je dirais même cette complaisance que l'on trouve chez certaines personnalités politiques ou intellectuelles. À les entendre, la France serait condamnée à la médiocrité, la France serait condamnée au déclin, la France serait condamnée à la peur de l'eux-mêmes, à la peur des autres, à la peur de l'avenir. Pour ma part, je le proclame à nouveau ce soir, je dis non au pessimisme, je dis non au déclinisme, je dis non au renoncement. Car la France ne serait pas la France sans sa grandeur, sans sa douceur de vivre, sans le bonheur d'espérer. Dans cette campagne contre vents et marées, je porte une idée, qui est un peu plus qu'une idée, je dirais un idéal. C'est celui de l'identité heureuse. Et si j'ai voulu en parler ici à Strasbourg, ce n'est pas par hasard, c'est pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que l'Alsace nous donne l'exemple d'une belle harmonie entre sa personnalité, qui est forte, son identité, et en même temps son patriotisme ardent. Ici, la République, pourtant jacobine et laïque, reconnaît et respecte un statut particulier, qu'il s'agisse des régimes de sécurité sociale ou des relations avec les cultes, mais ces spécificités alsaciennes n'affaiblissent en rien la force du sentiment national qui s'est forgé tout au long de votre histoire. En 1789, Strasbourg et l'Alsace ont été parmi les toutes premières à rejoindre la Révolution française. C'est ici que Rouget de Lille a composé la Marseillaise, mal dénommée, le chant de marche de l'armée du Rhin. Et quel amour de la France a-t-il fallu aux Alsaciens pour surmonter les épreuves des 2 derniers siècles. Mais l'Alsace donne aussi l'exemple de ce que peut être l'identité heureuse d'une population ouverte sur son voisinage et sur le monde. Parce qu'ils ont été écartelés trop longtemps entre 2 puissances qui se réclamaient de 2 cultures différentes, alors que eux, les Alsaciens, les additionnaient, ces 2 cultures. Ils ont joué un rôle irremplaçable pour inspirer le projet européen, c'est-à-dire la transformation de 2 identités antagonistes en 2 identités réconciliées pour agrandir la famille plutôt que de l'uniformiser. Forte de ce passé, Strasbourg, capitale de l'Europe, et qui doit le rester, peut demain jouer un rôle moteur dans la construction de la nouvelle Europe qu'il nous faut inventer, la nouvelle Europe d'après le Brexit, une Europe capable de reconquérir le cœur des Européens, de ses citoyens, en leur démontrant qu'elle peut leur apporter la sécurité et la protection. Et cette campagne me donnera l'occasion bientôt de m'exprimer plus longuement sur l'ambition européenne que je veux redonner à la France dans les temps qui viennent. Oui, je ferai une campagne
pro-européenne, tout simplement parce que je suis convaincu que l'une de nos plus grandes fiertés nationales devrait être d'avoir scellé la réconciliation franco-allemande et d'avoir réussi une union sans autre exemple dans le monde aujourd'hui. Pas plus que vous, pas plus que vous. Entre le rêve européen et l'identité française, je ne vois aucune soustraction douloureuse, mais une addition fructueuse, et je dirais même une addition heureuse. L'identité heureuse. Que n'ai-je entendu en ce sujet? J'ai, comme tout le monde, des défauts, n'est-ce pas, Isabelle? Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'après une vie d'engagement au service de la France et des Français, pendant 12 ans, dans un arrondissement parisien qui n'est pas très facile, où j'ai battu une liste, dont les 4 premiers s'appelaient Jospin, Estier, Delanoë et Vaillant. Excusez du peu. Donc 12 ans d'action quotidienne dans cet arrondissement, et puis 20 ans à Bordeaux, mes responsabilités au gouvernement comme à l'Assemblée nationale. Après avoir traversé bien des épreuves et bien des crises, j'ai une vision assez claire de la réalité de la France et de ce que vivent et ressentent aujourd'hui les Français, de leurs souffrances. J'y reviendrai. Mais je persiste et je signe. Oui, l'identité retrouvée de la France, son identité heureuse, c'est ce vers quoi je veux vous entraîner et vous conduire. C'est mon objectif. Ce n'est pas un état de fait, ce n'est pas un constat, mais c'est un projet. Chacun sait ici ce qu'il en est, de l'échec profond, à bien des égards dramatiques, du pouvoir socialiste. Aggravation du chômage qui ravage les familles. Je cite souvent ces 2 chiffres terribles, 24 et 7. 24% le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France, 7% le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en Allemagne. Voilà ce qui permet de mesurer l'ampleur de l'échec socialiste. La montée de l'insécurité aussi, qui inquiète chacune et chacun d'entre nous, l'affaiblissement de l'école républicaine, et je pourrais en rajouter. C'est pour cela qu'il est urgent que ce quinquennat, qui aura été un véritable naufrage, s'arrête le plus vite possible et que nous passions à autre chose en 2017. Tous nos maux ne datent pas d'hier, bien sûr. Depuis longtemps, l'ascenseur social est en panne et notre modèle d'intégration républicaine, dont nous sommes si fiers, nous avons été si fiers, fonctionne de plus en plus mal. Est-ce une raison pour se complaire dans le fatalisme? Je crois tout le contraire. La France et les Français ne sont pas condamnés à rester malheureux. La France n'a pas renoncé à être cette grande nation belle et généreuse qui rayonne dans le monde. Je le répète, l'identité heureuse, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui, mais c'est une ambition collective. Et si nous le voulons, ça sera la réalité de demain. Voilà à quoi je m'engage. Voilà pourquoi je vous demande de venir avec moi sur le chemin qui nous sépare de l'élection présidentielle. La France n'est pas et n'a jamais été, pardon de ce cocorico, il faut en pousser un de temps en temps, la France n'a jamais été un pays comme les autres. Isolée, frileuse, repliée sur ses frontières, elle ne serait plus aujourd'hui qu'une puissance quelconque. Or, elle a été, elle doit rester, elle peut redevenir une puissance mondiale. Je n'hésite pas à le proclamer. C'est notre histoire, c'est notre rêve, c'est notre honneur. Notre capacité d'innovation, notre tissu industriel, malgré son affaiblissement, et, au passage, la manière désastreuse dont l'État a assumé ses responsabilités d'actionnaire dans l'entreprise Alstom, et je pense à nos collègues du territoire de Belfort qui sont ici présents, bien sûr, notre réseau diplomatique, notre armée, l'une des meilleures du monde, notre agriculture, qui a été, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, je crois, la première exportatrice en Europe et qui aujourd'hui a régressé au 3e ou 4e rang, notre présence sur l'ensemble des continents grâce à nos outre-mer, notre poids au cœur de l'Europe, voilà les vecteurs de notre puissance tout au long de ce siècle. Voilà pourquoi je me bats contre la tentation du repli qui ne peut amener qu'à la décadence de la France et donc à l'appauvrissement des Français.
Voilà pourquoi je lutte aussi contre le mirage du protectionnisme qu'agitent certains partis politiques. Il serait désastreux pour nos entreprises et pour l'emploi, pour les centaines d'entreprises, pour les centaines de milliers d'emplois qui travaillent à l'exportation. Aujourd'hui, je veux donc vous parler de ce que nous sommes, nous, Françaises et Français, en un mot, de notre identité. Et ce mot ne me fait pas peur. Non seulement il y a bien une identité française, mais nous devons en tirer un sentiment de légitime fierté. De grands et beaux esprits avant nous ont utilisé ce mot, à commencer par un éminent historien, on nous parle beaucoup d'histoire en ce moment, et de la nécessité d'apprendre l'histoire aux jeunes Français, j'y reviendrai. Fernand Braudel a publié il y a 30 ans un livre qui s'appelait « L'identité de la France », et il n'était pas particulièrement réactionnaire. Vous voyez qu'assimiler ce mot à je ne sais quel conservatisme n'a pas de sens. Et à mes yeux, cette identité de la France est assez singulière. Elle est le fruit d'une tension créatrice, d'un dialogue entre la diversité de nos racines et l'unité de notre nation. C'est ça l'identité heureuse. Comment concilier notre diversité et notre unité? La France est complexe, paradoxale même, parfois. Elle l'a toujours été. Au cours de son histoire, elle a connu des incarnations multiples. Elle a été tour à tour la nation de Jeanne d'Arc, chrétienne et royale, la nation de Condorcet, révolutionnaire et civique, la nation de Jules Ferry, républicaine et laïque, la nation de Charles Péguy, mystique et progressiste, la nation de De Gaulle, bien sûr, résistante, inflexible, puis tout entière occupée à sa reconstruction et à la restauration de sa puissance. À chacun de ces moments de son histoire, la France a été pleinement la France. Notre République est l'héritière de cette histoire, notre histoire, qu'il faut accueillir et aimer d'un bloc. Avant d'être une nation, la France a été une mosaïque de petits territoires et de langues locales. Nous devons l'unité de notre territoire à tous ceux qui ont su, au cours des siècles, bâtir le Royaume de France, puis la République française. Et aujourd'hui encore, qui irait nier qu'un Alsacien n'est pas tout à fait un Breton, n'est-ce pas Maël? Qu'un Corse n'est pas tout à fait un Picard, et qu'un Bourguignon n'est pas tout à fait un Bordelais. Vous voyez à quoi je pense. La Cité du Vin, par exemple. Et pourtant, au-delà de ces racines qui sont diverses, et qu'on ne coupe pas, couper les racines, c'est tuer l'arbre, eh bien, nous reconnaissons et nous aimons tous la même patrie, la France, notre identité. La France, ce n'est pas simplement l'Hexagone. Elle est partout dans le monde, sur tous les continents, dans tous les océans. Et je voudrais avoir une pensée particulière ce soir pour nos compatriotes des Outre-mer, car ils sont une richesse pour la France, une chance pour notre pays, pour notre culture. Ils nous ont donné certains de nos plus grands artistes, poètes et écrivains, et en ce moment, aux Jeux Olympiques, ils nous donnent encore certains de nos grands champions. Nos Outre-mer sont aussi une chance pour notre rayonnement économique. Pensez que la France a la deuxième zone économique exclusive, c'est-à-dire le deuxième espace maritime du monde. Et quand on sait la quantité de richesses que recèle la mer et qui seront utiles dans les décennies qui viennent, on voit que c'est un atout exceptionnel. C'est une chance aussi pour la biodiversité et l'environnement, avec un patrimoine naturel exceptionnel. Célébrons la fierté ultramarine de la France, j'y tiens, moi aussi, profondément. Et cette diversité, là aussi, se renforce de l'appartenance à la même nation. Je dois vous dire que je me suis senti pleinement français il y a quelques semaines, à 20 000 kilomètres de Paris, lorsque j'évoquais devant le monument aux morts de Nouméa le souvenir du glorieux bataillon du Pacifique qui s'est battu lors de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première aussi, pour défendre la patrie. Ou bien encore, lorsque dans la cathédrale de Papeete, alors que beaucoup d'entre vous avaient les yeux fixés sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien, nous nous sommes recueillis ensemble en pleurant le père Jacques Hamel, sauvagement assassiné à Saint-Étienne du Rouvray. Ça aussi, c'est la France et l'amour de la patrie. Enfin, notre situation géographique, la richesse de notre terre, le rayonnement mondial de nos idées et de nos valeurs ont fait de notre pays depuis des siècles un puissant aimant.
N'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, l'Europe parlait français, pensait français, et que l'Europe est une idée française. Braudel, aujourd'hui, a écrit « L'Europe est notre famille, c'est notre condition pour être ». C'est fort comme phrase. Combien de femmes et d'hommes ont souhaité nous rejoindre, venus littéralement des quatre coins du monde, parce que la France était le pays de tous les possibles, un creuset où tous les talents pouvaient s'exercer pleinement et librement, des femmes et des hommes qui ont apporté leur pierre à la construction de ce que nous sommes, de notre maison commune. La France serait-elle totalement la France sans Marie Curie, venue de Varsovie, sans Apollinaire, né sujet polonais de l'Empire russe, sans Picasso, qui vit le jour en Espagne, sans Ionesco, enfant de Roumanie, ou François Cheng, arrivé à Paris à la fin de l'adolescence après avoir grandi en Chine. Nous sommes fiers de cette tradition d'accueil et nous voulons la garder vivante. Mais pour moi, cette tradition d'accueil rime aussi avec exigence et vigilance. Et c'est pourquoi nous avons non seulement le droit, mais même le devoir d'exiger de ceux qui nous rejoignent qu'ils montrent une volonté véritable et sincère de s'intégrer à la communauté nationale. Regardons la vérité en face. L'ouverture du monde est un fait, sinon totalement inédit, du moins d'une ampleur inédite dans l'histoire. Nous n'allons pas faire comme si elle n'existait pas ou comme si nous allions l'effacer et laisser croire aux Français que l'on peut inverser le cours de l'histoire et démondialiser la planète. C'est une lubie et un mensonge, en vérité. Certains hommes politiques le proposent. Vous voyez à qui je pense? Bon, vous chercherez. Nous n'allons pas, Arnaud Montebourg pour ne pas le citer, nous n'allons pas bâtir un mur tout autour des frontières de l'Hexagone parce que ce serait contraire à nos valeurs et à celles de l'Europe et parce que ce serait inefficace, les lignes Maginot sont toujours contournées. Mais ceux que nous avons acceptés sur notre territoire doivent, je le répète, s'intégrer, ce qui est un processus exigeant, complexe, difficile, et il ne peut se réaliser qu'à 3 conditions que je voudrais évoquer rapidement devant vous. La première, c'est que la France retrouve la maîtrise de ses flux migratoires, qu'elle a aujourd'hui perdus, sous peine de mettre en danger, voire de rendre impossible le processus d'intégration. Et c'est pourquoi, je vais reprendre quelques-unes de mes propositions, je veux mettre en place un système de quotas voté par le Parlement qui définirait précisément chaque année nos capacités d'accueil par pays et par profession en fonction de nos possibilités et de nos besoins. De nombreux pays démocratiques le font. Je l'ai vu au Canada, j'ai vu comment ça fonctionnait et c'est efficace. De même, je veux réduire très sensiblement la durée d'examen des demandes d'asile. Nous donnons l'asile aux hommes et aux femmes qui, sur la planète, sont persécutés dans leur pays, et c'est l'honneur de la France. Mais beaucoup de demandes d'asile cherchent en réalité à contourner la législation de l'asile pour des raisons économiques, et c'est pour cela qu'il y a une procédure d'acceptation des demandes d'asile. Le problème, c'est qu'elle est trop longue. Plus d'1 an et demi en France, moins de 6 mois en Allemagne. Au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qui se passe? Près de 75% des demandeurs d'asile sont déboutés parce qu'ils n'ont pas droit à l'asile, mais comme ils se sont installés et que parfois ils ont fondé une famille, eh bien, on les garde sur le territoire national, on ne les reconduit pas chez eux. Il faut changer cela, raccourcir les délais d'instruction et, au terme de la décision qui a été prise, exercer véritablement notre pouvoir d'expulsion et de réadmission dans les pays d'origine. Quant au droit du sol, c'est-à-dire à l'acquisition de la nationalité française par les enfants nés en France, je veux là aussi le recadrer et le conditionner à la régularité du séjour d'au moins l'un des 2 parents au moment de la naissance. J'étais il n'y a pas très longtemps à Mayotte, département français, au bord de l'explosion, dans un climat d'insécurité absolument délétère. La plus grande maternité de France, c'est la maternité de Mayotte. On arrive des Comores, en situation irrégulière, illégale, dans des petits bateaux qu'on appelle les Kwassa le matin. On accouche, enfin, les femmes accouchent à la maternité de Mayotte et les enfants deviennent français.
eh bien ceci n'est plus acceptable aujourd'hui et il faudra exiger que l'un des deux parents, au moins au moment de la naissance, soit en situation régulière. Enfin, pour concilier humanité et maîtrise de notre politique migratoire, je veux lier le regroupement familial à une condition stricte d'exercice d'un emploi. Je ne pense pas qu'il faille interdire ou même suspendre ad aeternam le regroupement familial, parce qu'il y a des cas où l'humanité la plus simple doit autoriser un père de famille à faire venir sa famille et ses enfants, à une condition, c'est qu'il puisse justifier d'un contrat de travail et du fruit d'un travail pour faire vivre sa famille, et non pas des allocations de chômage ou d'autres allocations sociales. Je le dis aussi, sans développer ce point dont je reparlerai, retrouver le contrôle des flux migratoires, c'est changer Schengen, profondément. On nous dit parfois que nous avons perdu notre souveraineté parce que nous l'avons déléguée à l'Europe. C'est une fumisterie. C'est parce que nous n'avons pas, justement, délégué notre souveraineté que Schengen ne marche pas. Alors, de deux choses l'une, qui veut faire fonctionner Schengen, et on continue ensemble, qui ne veut pas, et à ce moment-là, on part sur d'autres bases. Mais moi, je le dis, je veux tout faire pour éviter qu'on rétablisse des frontières entre la France et l'Allemagne. Ce serait une régression historique absurde et dangereuse. Vous le voyez, au fil des ans, l'État s'est affaibli en France, tout particulièrement au cours de ce dernier quinquennat. Je veux, pour ma part, reconstruire un État fort qui protège et qui rassure les Français. Et pour cela, il faudra s'en donner les moyens. Pas trop longuement développer ce point, mais c'est une question d'actualité qui m'a un peu, intéressé. C'est un mot faible. Ça fait des mois et des mois que je dis que la politique pénale conduite depuis 2012 a été une gigantesque erreur. Elle reposait sur un constat qui était celui de la garde des Sceaux de l'époque, qui consistait à dire qu'il n'y a pas de place dans les prisons, donc on ne met pas les délinquants en prison. Et on invente des pseudo-peines comme la contrainte pénale qui ne sont en réalité pas du tout vérifiées ou contrôlées. Et je disais quoi ? Comme Dominique Perben l'avait fait quand il était garde des Sceaux, construisons des places de prison supplémentaires, parce que ceux qui sont en prison aujourd'hui sont traités de manière indigne, d'où les révoltes qu'on voit aujourd'hui, et ceux qui devraient y être n'y sont pas. 10 000 places de prison, qu'est-ce qui se passe ? À 6 mois de la fin du quinquennat, M. Valls nous arrive la bouche en cœur en disant qu'il va construire 10 000 places de prison. Eh bien moi, je ferai ça dès le début de mon quinquennat, avec un objectif clair et approuvé par les Français. La deuxième condition pour réussir l'intégration, c'est de refuser avec la plus grande fermeté les tentations communautaristes. J'ai parlé du respect de notre diversité, et j'y suis attaché dans tous ces aspects, mais le communautarisme, c'est autre chose. C'est l'enfermement de chaque communauté sur elle-même, c'est le rejet des autres, et c'est un piège mortel qui tuerait le modèle français. Je l'ai vu à l'œuvre en Amérique du Nord, et je ne veux pas d'un pays où l'attachement aux origines, qui est légitime, je l'ai dit, prévaudrait sur le sentiment d'appartenance à la nation, qui, lui, est impératif. Je ne veux pas d'un pays où les mœurs ou les coutumes étrangères s'imposeraient à nos valeurs et à nos lois. La troisième condition dans la réussite de l'intégration, c'est la volonté de partager et de transmettre un bien commun sans laquelle il n'y a pas de nation. C'est bien gentil de dire qu'on est différent, c'est une évidence, on ne peut pas le nier. Mais si on n'a pas quelque chose en commun, ça ne fait pas un pays, ça ne fait pas une nation. Et c'est ça l'important. Qu'est-ce que c'est que ce bien commun qui fonde l'unité de la nation? C'est d'abord notre passé, nos racines, qui sont à l'évidence, ça dépend quelle date on remonte, grecque, latine et judéo-chrétienne. Oui, à l'évidence. Je suis surpris que certains fassent mine de s'étonner, voire de s'offusquer quand je parle des racines judéo-chrétiennes de la France. C'est une simple constatation. Ceux qui choisissent de nous rejoindre et que nous choisissons d'accueillir, mais aussi tous les Français, quelles que soient leurs croyances, doivent connaître ce passé commun. Il ne s'agit pas de convertir tout le monde à la religion chrétienne, mais on ne peut pas comprendre la France si on ne sait pas que 2000 ans d'histoire ont été imprégnés de chrétienté dans ce pays.
Ce ne sont pas les élus de Colmar qui me démentiront. J'étais avec eux récemment devant le retable d'Issenheim. Comment comprendre la crucifixion, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, si on ne sait pas ce que c'est que les racines chrétiennes? C'est bien pourquoi l'étude de l'histoire, de ces grandes dates, de ces grands hommes et de ces grandes femmes, de ces grandes épopées, doit rester l'un des fondements de l'école républicaine, et cela dès les petites classes. Ce bien commun, c'est aussi notre culture qui nous permet de rayonner dans le monde et qui constitue le meilleur rempart contre le fanatisme. C'est pourquoi j'ai mis la culture au cœur de mon projet politique. Ce bien commun, c'est aussi notre langue. Elle exprime le génie de notre peuple. Elle fait de nous ce que nous sommes. Elle est, ne l'oublions jamais, la troisième langue la plus parlée au monde, et par là, elle est l'instrument privilégié de notre influence et de notre rayonnement. Elle peut se concilier avec l'existence de dialectes ou de langues régionales, comme la vôtre, naturellement, mais c'est elle aussi qui soude notre unité. C'est pourquoi son apprentissage doit retrouver, sous toutes les formes qui ont fait leur preuve, notamment par la pratique exigeante de la grammaire. Lisez le livre d'Éric Orsena sur la grammaire ou sur la richesse du vocabulaire, la place centrale qui doit être la sienne, et cela dès la maternelle et l'école primaire. L'autre jour, j'ai fait un constat qui m'a un peu effrayé. Je discutais avec des ados et je leur disais « Mais posez donc votre sac sur le guéridon à côté ». J'ai vu des grands yeux s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est qu'un guéridon? On a de moins en moins de mots de vocabulaire. Là aussi, l'école doit enrichir notre vocabulaire dès le plus jeune âge. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur les questions d'éducation à l'âge de 3 ans. C'est sérieux. Il y a des enfants qui ont 3 fois plus de vocabulaire que les autres, pour une raison très simple, c'est qu'ils vivent dans des familles où on se parle, où on leur chante une petite chanson ou une comptine avant de s'endormir le soir, et d'autres pas. Et l'école doit être là pour rectifier cette inégalité dès le plus jeune âge. J'ai fait une proposition très audacieuse, c'est d'avoir même des animateurs linguistiques dans les crèches. Vous voyez que je commence très tôt. Notre bien commun, que nous devons transmettre, ce sont bien sûr nos valeurs morales et nos principes politiques. S'intégrer à la nation, c'est s'approprier ses principes et ses valeurs. Au fil des siècles, la France a donné au monde la Renaissance, avec l'Italie aussi, l'esprit des Lumières, la Révolution, la République, forte de cette si belle devise qui n'a pas pris une ride au fil des siècles, liberté, égalité, fraternité, chaque mot a son sens et sa force. La liberté, c'est la liberté de penser, de croire ou de ne pas croire, c'est la liberté d'aller et venir, c'est la sécurité, c'est le combat contre l'oppression, contre toutes les formes d'oppression que nous avons tant combattu précisément, combat qui est à nouveau au cœur de l'actualité tragique. L'égalité, elle est définie de manière parfaite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il manque juste une phrase. Les hommes et les femmes. Et c'était en 1789. J'y reviendrai. Cette passion française pour l'égalité des droits nous garde du piège de l'égalitarisme, qui, lui, est un dévoiement de l'égalité. L'égalitarisme, c'est couper toutes les têtes qui dépassent, c'est niveler par le bas. L'égalité, c'est donner les mêmes chances à tous et aider chacun à se surpasser, à tirer le meilleur de ses possibilités. C'est pour ça que je le dis souvent, la mère des réformes, c'est la réforme de l'éducation, parce que c'est elle qui doit donner à chacun sa chance. Quant à la fraternité, c'est ce lien affectif si fort qui nous unit lorsque nous communions dans la joie ou parfois dans le deuil. Et cette fraternité, elle était vivante, vibrante, dans les immenses rassemblements qui se sont levés sur tout notre territoire le 11 janvier 2015. Liberté, égalité, fraternité, fière devise de la République. Je voudrais ajouter un mot, laïcité. Une idée, un concept qui est parfois mal compris au-delà de nos frontières. Eh bien, elle est au cœur de notre nation et de notre pacte social, et nous allons la défendre. Cette laïcité, vous le savez, c'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire du spirituel et du temporel. C'est le refus de l'intervention des religions dans la sphère politique ou administrative.
Et de notre côté, c'est le respect des croyances et des pratiques religieuses de chacun, pour autant qu'elles sont compatibles avec nos valeurs républicaines telles que je les ai rappelées. Souvenez-vous, notre laïcité, elle est née dans la confrontation entre une République encore jeune, qui n'avait pas pu s'affirmer, et l'Église catholique, qui n'avait pas encore accepté ce principe de la séparation entre l'Église et l'État. Cette époque est révolue, mais parlons vrai. La question de la laïcité se pose aujourd'hui, désormais, avec l'islam. Et je voudrais aborder en toute franchise et en toute lucidité cette question. Après les religions chrétiennes, après le judaïsme, qui font partie de notre histoire séculaire, l'islam doit lui aussi trouver les moyens de s'accorder avec la République. Car la République et ses principes fondamentaux ne sont pas négociables. En France, le troisième grand monothéisme doit devenir un islam de France, et cela dépendra avant toute chose des Français de confession musulmane eux-mêmes. J'ai mis sur la table des propositions réalistes et ambitieuses. Nous devons aujourd'hui proposer et préparer un accord solennel entre la République et les représentants du culte musulman. Il inclura, d'une part, ce que j'ai appelé la charte de la laïcité. Cette charte définira la laïcité, telle que je viens de la rappeler, c'est-à-dire la séparation entre l'État et les religions, qui doivent évidemment s'engager à respecter pleinement les grands principes républicains, et d'abord l'égalité entre les femmes et les hommes. De notre côté, la République garantira aux citoyens qui souscrivent à cet engagement la liberté de choisir et de pratiquer leur religion, ou bien sûr de n'en pratiquer aucune. Cet accord fixera en outre les règles relatives au recrutement et à la formation des ministres du culte musulman. Il est indispensable qu'ils aient une connaissance réelle des grands principes républicains, à commencer par notre langue. Il faut leur donner obligation de prêcher en français. Et cet accord assurera une transparence totale quant à la provenance des fonds qui servent à l'édification des lieux de culte et qui doivent être des fonds exclusivement français. Aujourd'hui, les nouvelles églises catholiques, je vais en inaugurer une bientôt dans un quartier de Bordeaux, sont financées par les fidèles catholiques. Eh bien, les salles de prière musulmanes doivent être financées par des fidèles musulmans. Je crois qu'il y a là un parallélisme qui s'impose de lui-même. Cet accord sera exigeant. Il impliquera que les Français musulmans se dotent d'une organisation qui leur permette de dialoguer et de s'engager valablement et collectivement avec les pouvoirs publics. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits dans les années passées. La République leur tend la main, il faut qu'ils fassent leur part du chemin. J'ai dit à Chatou, la République leur tend la main, je prends ce risque politique, parce que je sais que parfois je suis mal compris. Je voudrais bien insister sur un point, pas d'amalgame, pas de confusion dans les esprits. Si je dis ça n'est en aucune manière une façon pour moi d'affaiblir ma détermination à lutter farouchement contre toutes les formes de radicalisation islamique sur notre territoire et à mener la guerre contre le terrorisme islamique. Ne mélangeons pas tout. Parmi les valeurs non négociables de la République que nous partageons pour beaucoup avec les autres démocraties, je veux insister, comme je l'ai fait dans mes discours récents, sur le strict respect entre entre les hommes et les femmes, qui doit demeurer un pilier du pacte républicain. D'autres pays, rappelons-nous un peu notre histoire, sur ce point, ont été capables d'avancer plus rapidement que nous. Il a fallu attendre 1944 et le général de Gaulle pour que les femmes aient le droit de vote en France, la moitié de la population française. Il était temps. Eh bien, je m'engage à faire de cette égalité l'une des priorités de mon quinquennat, si les Français me font confiance. Je m'engage à lutter avec la plus grande intransigeance contre toutes les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques ou morales, et qui sont un scandale dans la société française aujourd'hui. Tout ce qui remet en cause la liberté et l'autonomie des femmes dans notre société doit être combattu. Tout ce qui remet en cause l'égale dignité entre les femmes et les hommes doit être combattu.
La France, c'est tout cela. C'est une histoire, une langue, des valeurs. Ce sont aussi des symboles. Et les symboles comptent dans la vie d'un peuple. Un drapeau et un hymne. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il était né à Strasbourg. Depuis les tragédies qui ont émaillé ces 2 dernières années notre pays, je l'ai constaté, les Français chantent la Marseillaise avec plus de cœur à l'ouvrage que jamais, parce que c'est leur façon de déclarer leur amour à la patrie, leur amour de la France, et c'est un symbole fort qui nous réunit et qui fait notre unité nationale. C'est tout cela la France. C'est tout cela notre identité, une identité qui n'a rien de figé et qui se renouvelle constamment, mais une identité qu'il faut aussi protéger contre ceux, quels qu'ils soient, qui n'acceptent pas nos principes et qui rêvent de détruire notre mode de vie. Et ce soir, je vous le dis sans état d'âme, notre identité nationale doit être défendue et je la défendrai, car c'est de l'essentiel qu'il s'agit, de ce que nous sommes profondément et de ce que nous avons à dire au monde. Elle doit être défendue contre les nationalismes qui rêvent d'en faire une identité aigrie, repliée sur elle-même et finalement malheureuse. Elle doit être défendue contre les prophètes du déclin et leur péroraison funeste. Il paraît que je suis un prophète de bonheur. Chapeau, je suis très content. Elle doit être défendue contre les communautarismes incompatibles avec notre unité nationale et bien sûr, elle doit être défendue sans la moindre faiblesse contre le djihadisme international, contre l'État islamique qui nous a déclaré la guerre, contre ces terroristes qui haïssent au plus profond d'eux-mêmes tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous les combattrons sans merci, nous les mettrons hors d'état de nuire. Nous le ferons bien sûr en restant nous-mêmes dans la justice, en respectant les règles de l'état de droit, sans nous priver des mesures exceptionnelles qu'autorise l'état de droit. Et nous serons impitoyables, nous le devons aux Français dont il faut assurer la sécurité, nous le devons à nos soldats qui, sur de multiples théâtres d'opérations, au Sahel, dans le ciel de la Syrie ou de l'Irak et sur le territoire national, prennent le risque du sacrifice suprême pour nous protéger au nom de nos principes et de nos valeurs. Honneur et reconnaissance à nos soldats. Si nous sommes fermes sur tous ces principes, si nous sommes décidés à combattre pour nos valeurs, si nous sommes fiers de notre civilisation et décidés à porter haut ses couleurs, nous n'avons pas de raison de craindre l'avenir. Ayons confiance en nous, ayons confiance dans la France. Elle a tous les atouts pour retrouver le rang qu'elle a toujours occupé en Europe et dans le monde. Je le répète, je n'ignore rien de nos difficultés, du sentiment d'abandon que ressentent certains Français dans les territoires oubliés de la République, mais aussi dans les zones rurales délaissées et dans les villes moyennes où l'emploi se fait rare. Tout cela est vrai. Tout cela demande des réponses d'une grande énergie et j'ai fait des propositions sur lesquelles je reviendrai, qu'il s'agisse de rétablir l'autorité de l'État aujourd'hui affaiblie ou de renouer avec le plein emploi. Oui, renouer avec le plein emploi qui est possible. L'Allemagne est au plein emploi, la Grande-Bretagne est au plein emploi et des régions en France sont au plein emploi parce qu'elles ont su remettre l'entreprise au cœur de leur politique économique et c'est ce que je veux faire aussi en France en allégeant les charges, en simplifiant les réglementations, en redonnant confiance à l'entreprise. Mais lorsque je regarde la France, je vois tant de raisons d'espérer. Même si des années de politique inconséquente nous ont amenés au bord du décrochage, nous sommes toujours aujourd'hui la 6e puissance économique du monde, avec 1% de la population mondiale. La dissuasion nucléaire garantit l'intégrité de notre territoire et la sécurité de notre population. Notre armée, je viens de le dire, est l'une des meilleures au monde. Notre siège à l'ONU nous permet de faire entendre une voix originale quand la France a de la voix. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aux 4 coins de la Terre, cette voix, le monde l'a entendue avec force lorsque le président Jacques Chirac s'est opposé à la guerre en Irak. Notre dynamisme économique sera la clé de notre réussite économique dans 20 ou 30 ans, lorsque nous serons probablement le pays d'Europe le plus peuplé. C'est une grande différence avec nos voisins et nos amis allemands, dont c'est hélas une faiblesse. Notre culture, unique, celle dont nous héritons, mais celle que nous créons aussi, année après année. Notre créativité, qui a le visage de nos mathématiciens, de nos architectes, parmi les plus connus au monde, de nos cinéastes, de nos écrivains, de nos artistes, de nos jeunes entrepreneurs qui lancent leurs start-up, font de la France un phare et un repère. Oui, la France dispose d'atouts décisifs pour l'avenir et c'est cela qui me rend optimiste pour peu que nous prenions
les bonnes décisions. C'est cela qui vous rend optimiste. Si vous êtes ce soir avec moi, c'est que vous aimez la France, c'est que vous connaissez ses atouts. Les Français, même lorsqu'ils sont confiants dans leur situation personnelle, sont parfois pessimistes quant à l'avenir global du pays. Ma vision, c'est celle d'une France où l'optimisme des individus se transforme à nouveau en énergie collective, en aventure partagée, en confiance dans l'avenir. L'identité heureuse sera le fruit de la société de confiance que je veux bâtir avec vous, avec les Français. Si vous voulez connaître les piliers sur lesquels je souhaite construire cette confiance, je vais vous dire achetez. Non, il est gratuit. Lisez le dernier livre que je viens de publier, De vous à moi, où je parle précisément de la manière dont je veux redonner la confiance à la France et aux Français. Une société fondée non pas sur la confrontation, sur les clivages, sur le montage des uns contre les autres, mais sur l'harmonie entre notre diversité et notre unité, une société respectueuse de nos différences, mais soucieuse de l'unité de la République. Et vous voyez que ce n'est pas un programme de faiblesse, ça va demander de l'énergie, de la force, de la détermination. Mes chers amis, le choix qui se pose à nous est simple. Voulons-nous ressasser à l'infini nos peines et nos malheurs en décrivant sans relâche une réalité toujours plus sinistre? Voulons-nous pleurer encore et toujours sur notre grandeur perdue et notre puissance déchue? Ou voulons-nous recueillir ce qu'il y a de meilleur dans l'histoire et sur le sol de France? Voulons-nous renouer avec notre destin? Pour ma part, j'ai choisi. Devant vous, je m'engage parce que je veux être porteur d'espérance. Je m'engage parce que je veux une France puissante, fidèle à elle-même et à sa vocation universelle. Je m'engage parce que je veux une France grande et généreuse. Je m'engage parce que je veux une France admirée, qui porte une image respectée dans le monde. Je m'engage pour que nous retrouvions la fierté d'être Français et le bonheur de vivre en France. Je m'engage pour vous conduire à la victoire. Vive l'Alsace, vive la France puissante, vive la France fière, vive la France heureuse. Juppé, président, Juppé, président, Juppé, président.